Bonjour chers amis, chers collègues, chers concitoyens, chers camarades. Je voudrais aujourd'hui vous parler du projet de paix perpétuel d'Emmanuel Kant. Il s'agit d'un texte extrêmement important que je vous présente ici dans l'édition Vrin, Bibliothèque des traités philosophiques, et qui est paru donc pendant la période des guerres révolutionnaires de la France après la Révolution française, à la suite de la Révolution française. Ce texte me semble avoir une très grande actualité. Je l'ai déjà commenté dans le passé dans une brochure qui était intitulée Exterminisme et criminalisation, commentaire du projet de paix perpétuel de Kant, et je vais y revenir aujourd'hui en vidéo en raison bien sûr de la tragique actualité de la guerre en Ukraine. En effet, le texte de Kant nous permet, si l'on y réfléchit un petit peu, de penser la paix et de la penser d'une manière non sentimentale ou non purement sentimentale, en échappant quelque peu à l'émotionnel dont les médias, et notamment les médias du bloc, car c'est un bloc euro-atlantique, usent et abusent pour manipuler l'opinion dans le sens d'une escalade permanente de ce conflit, avec l'espoir d'enliser la Russie. Ça, c'est une question qui peut se discuter militairement, mais aussi en prenant le risque énorme, sans précédent, d'une conflagration nucléaire en Europe et au niveau mondial sans doute. Le texte de Kant m'a servi à l'époque lorsque je travaillais sur lui, et notamment lorsque j'étais en train de bosser sur mon livre de 1997 qui s'intitulait Mondialisation capitaliste et projet communiste, paru au temps des cerises. Ce texte de Kant m'a permis, entre autres sources et matériaux, pour penser ce que j'ai intitulé l'exterminisme, stade suprême du capitalisme. Alors, je reviens sur le texte de Kant. En quoi me paraît-il très important? Eh bien, à tort, bien souvent, on présente Kant comme le précurseur. Il faut que je vérifie si j'ai assez de son. Je vais monter un peu. Voilà. On présente Kant comme le précurseur de la Société des Nations et d'une conception complètement dépolitisée en quelque sorte, irénique au mauvais sens du mot, de la paix, de la recherche de la paix. Et on fait de Kant au fond quelqu'un qui, de par ses orientations, effacerait les distinctions entre l'impérialisme et les peuples dominés, alors qu'il n'en est rien, que le texte de Kant est clairement un texte républicain, et dans la période où il était écrit, cela signifiait révolutionnaire, et qu'il est aussi clairement, vous allez le voir, un texte anti-exterministe, même si bien sûr l'exterminisme à l'époque de Kant ne pouvait pas avoir la même signification qu'à notre époque où l'impérialisme capitaliste est mondialement développé et où il possède les armes nucléaires et les moyens de détruire l'humanité. Alors, je voudrais d'abord évoquer quelques généralités au sujet de ce projet de paix perpétuelle, zum ewigen Frieden, pour reprendre l'expression allemande, vers la paix perpétuelle, ou à la paix perpétuelle, ça dépend quelquefois des traductions. Alors, Kant va faire apparaître une problématique qui est extrêmement importante. Qu'est-ce que la guerre? Qu'est-ce que la paix? La guerre, eh bien, c'est ce qui résulte du fait que spontanément, les peuples, les nations, qui sont plurielles, donc n'ont pas entre elles de relations de droit. Elles sont entre elles comme les individus à l'état de nature, c'est-à-dire concurrentes et éventuellement toujours à la veille d'hostilités possibles, au moins possibles. Ce qui se passe, c'est qu'en effet, l'état initial de l'homme, c'est la dispersion. L'état initial de l'homme, des sociétés comme des individus, c'est le caractère naturel de leurs relations et le fait qu'elles ne sont pas encore des relations civiles, civilisées, c'est-à-dire très clairement organisées selon le droit, selon la loi. À mon sens, la problématique de Kant
qui était un grand lecteur de Jean-Jacques Rousseau, et toute proportion gardée, la même que celle de Rousseau dans le contrat social. Le contrat social, c'est un texte qui essaye de penser comment les hommes, d'abord placés à l'état de nature, et donc dans un état qui est potentiellement toujours celui d'une violence les uns contre les autres, chacun ayant peur des autres et ne sachant pas trop ce que les autres vont lui faire, eh bien comment les hommes vont se civiliser véritablement en passant au contrat social, c'est-à-dire au fond à la République. Mais une fois qu'ils sont constitués en nation républicaine, si l'on peut dire, pour parler plutôt le langage de la Révolution française, il reste encore à les civiliser à l'échelle internationale, car les États, les uns par rapport aux autres, sont encore à l'état de nature. Je m'excuse pour les aboiements incessants du chien d'en face. Alors, donc, nous sommes dans un état ici de non-civilisation, et l'état de guerre n'est autre que cet état d'incivilité qu'il faut absolument dépasser. C'est en effet un impératif catégorique pour l'homme que de construire des relations civilisées avec les autres hommes, et pour les peuples que de tenter, là aussi, de construire des relations civilisées avec d'autres peuples, c'est-à-dire en fait des relations de droit, c'est-à-dire en fait des relations de paix. Alors, il faut avoir conscience ici que sortir de l'état de nature pour aller vers un état de paix et d'organisation entre les nations à l'échelle internationale peut avoir effectivement une signification tout à fait négative. Kant exclut très fortement dans son texte l'idée d'un empire mondial dans lequel effectivement se fonderaient toutes les nations ou tous les États, car ce serait là un état de tyrannie, vraisemblablement, et qui le remède serait donc pire que le mal, puisque, au fond, dans cet empire mondial, il n'y aurait plus de refuge possible pour la liberté. Et tout l'effort de Kant, c'est de ne pas dissoudre le problème de l'international, si l'on peut dire, en pensant en termes d'empire, mais plutôt en pensant en termes de relations égalitaires entre peuples et entre nations. Autrement dit, la réflexion de Kant est typiquement internationaliste et non pas impérialiste, ou comme on dirait aujourd'hui, mondialiste. C'est intéressant, je pense, d'insister sur ce point, car d'emblée on aperçoit que l'internationalisme va de pair avec la considération de la souveraineté des peuples, des nations. Si les peuples n'étaient pas souverains, il n'y aurait pas de problème de la paix à l'échelle internationale, puisqu'il n'y aurait qu'un peuple, et que soit ce serait une tyrannie, un empire, soit ce serait un État véritablement constitué et final, mais qui supposerait précisément que les peuples, les nations, la diversité aient disparu, alors que c'est précisément le problème, et qu'on ne peut pas résoudre un problème en le supposant résolu, mais en cheminant de l'état dans lequel se trouve le problème vers l'état de sa solution possible. Comme tous les mathématiciens le savent, il faut quand même d'abord poser le problème avant d'avancer vers la résolution du problème. En tout cas, donc, Kant exclut l'état mondial, l'empire, car il serait attentatoire à la liberté des nations et sans doute aussi, à travers elle, à la liberté des individus. Alors, nous allons voir aussi que le point de bascule le plus important qu'il va y avoir entre l'état de nature dans lequel les relations de droit n'existent pas et l'état civil, celui dans lequel existerait la paix perpétuelle, c'est-à-dire un état dans lequel il y aurait de véritables relations de droit internationales, eh bien c'est la question précisément qui nous occupe aujourd'hui et qui a un grand intérêt par rapport à l'actualité, c'est la question de l'exterminisme et de l'anti-exterminisme. La question majeure, le pivot du texte de Kant, ce sera véritablement cette question. Le texte de Kant est organisé en effet en 3 parties pour l'essentiel, donc si je résume un petit peu les choses, il y a d'abord ce qu'il appelle les articles préliminaires au projet de paix perpétuel. Là, Kant examine surtout la manière dont on peut, étant dans l'état de nature, étant encore dans cet état de nature entre les nations, je ne suis pas en train de parler d'hommes
courant tout nu dans les forêts en faisant waouh waouh. Hein. C'est pas question de Tarzan là-dedans. Bon, voilà, comment donc ils vont pouvoir, à partir de cet état de nature, dans cet état de nature, s'orienter, si je puis dire, donner sens, indiquer un cap pour aller vers le projet de paix perpétuel. Ce sont les 6 articles préliminaires au projet de paix perpétuel. Les dimensions d'une vidéo ne me permettront pas de commenter article par article. La deuxième partie soulignera le contenu du projet de paix perpétuel lui-même. Donc les articles définitifs, il y en a 3, on y viendra par la suite. Et enfin, dans la dernière partie, Kant va s'interroger sur la faisabilité globale de tout cela. Car même si il y a une dimension utopique, au bon sens du terme, dans le projet de paix perpétuel, l'utopie étant ce qui permet, en quelque sorte, comme un idéal, ou comme une idée régulatrice de la raison, pour employer une terminologie kantienne, de viser un but lointain, mais de le viser constamment, comme un marin qui, même en louvoyant, ne doit jamais perdre de vue l'endroit où il veut aller. Hein. Et bien donc, cette utopie, en même temps, il faut qu'elle soit quelque part possible, car si elle était d'emblée décrétée utopique au mauvais sens du terme, c'est-à-dire infaisable, impossible, elle n'aurait aucun intérêt. Et Kant va montrer donc dans la dernière partie que la nature, l'histoire de la nature, j'ose dire presque la dialectique de la nature et la dialectique de l'histoire, peuvent effectivement disposer l'homme à la mise en place d'un projet de paix perpétuel. Donc il ne s'agit pas d'une utopie au mauvais sens du terme. Alors, je voudrais d'abord commenter, bien sûr, les articles préliminaires énoncés par Kant. Je ne les commente pas un par un, pour les raisons techniques que j'ai indiquées à l'instant, mais j'insisterai sur 2 points. D'abord, Kant va beaucoup insister sur le fait que un projet de paix perpétuel, s'il est consciemment visé, ne peut passer par l'acceptation dans les relations entre États, y compris quand ils se font la guerre, de la pratique de l'ingérence, de l'immixtion, de la volonté d'imposer un autre pouvoir dans le pays que l'on combat, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le regime change, ou pour parler notre bonne vieille langue française, le changement de régime. Car si tel est le cas, cela signifie d'emblée que l'on s'interdit de traiter avec l'ennemi, puisque l'on considère que tant qu'on n'a pas mis la main sur son gouvernement, eh bien, il est infréquentable. À partir de là, aucune négociation n'est possible. À partir de là, aucun projet de paix, même partiel, n'est possible. Il faut que les États se considèrent les uns les autres comme des sujets. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de la charte actuelle de l'ONU, qui, si elle était suivie, si elle était véritablement appliquée, limiterait fortement non seulement les guerres, mais le pourrissement des guerres, puisque, comme il n'y aurait pas d'ingérence, eh bien, chaque État traiterait avec les autres. Les rapports de force établis par la guerre permettraient effectivement à tel ou tel moment, comme dans une négociation, de fixer le cadre de la paix finale. Enfin, tout au moins de la paix partielle finale, je dirais, puisqu'il ne s'agirait pas d'une paix mondiale ni d'une paix définitive. Mais au moins, donc, viser l'autre en tant que sujet possible d'un contrat, et par conséquent d'une négociation, et par conséquent d'une tractation, d'un traité. Donc, condamnation par Kant de l'ingérence dans les affaires d'autrui. Ici, il est facile de voir qu'on est fort loin de la conception des choses, qui est celle des États-Unis d'Amérique et de tous leurs suiveurs, vassaux et autres, qui prétendent en permanence dicter aux autres États leur constitution, leur gouvernement, leur manière d'être. On l'a vu avec l'Irak, on le voit encore actuellement, puisque M. Biden prétend dicter au peuple russe qui il doit mettre à sa tête. Alors on peut très bien ne pas aimer Poutine, et c'est également mon cas, mais ce n'est pas aux Français, aux Américains, et ainsi de suite, de dire qui ils doivent mettre à sa place, ni d'ailleurs à Poutine de dire qui doit régner en Ukraine. Mais d'une manière générale, il faut exclure des relations internationales
la question de ce changement de régime imposé du dehors. Très important, très important. On sait que ça a été un des points d'achoppement entre les Girondins et les montagnards lors de la Révolution française, et que Robespierre était l'un de ceux qui disaient qu'on n'exporte pas la Révolution, que l'on ne doit pas déclarer la paix, la guerre à l'Europe monarchique, pour exporter la Révolution et donc imposer des changements de régime dans les pays voisins, alors que les Girondins étaient au contraire impérialistes, clairement impérialistes, sous prétexte d'un faux internationalisme. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point le plus important dans le projet de paix perpétuel, c'est l'article numéro 6, qui lui vaut la peine d'être commenté en tant que tel, article dans lequel, effectivement, donc, Kant va, si l'on peut dire, exposer cette idée que je lis. Aucun État en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future, par exemple l'emploi d'assassins, d'empoisonneurs, la violation d'une capitulation, la machination de trahison dans l'État avec lequel on est en guerre, ainsi de suite. Ce sont là des stratagèmes infâmes. Il faut en effet que pendant la guerre même, il reste quelque confiance en la disposition d'esprit de l'ennemi, sans quoi l'on ne pourrait d'ailleurs conclure aucune paix, et les hostilités, faites bien attention, dégénéreraient en une guerre d'extermination, bellum internecinum. La guerre n'étant qu'un triste moyen imposé par le besoin dans l'état de nature, là où n'existe aucune cour de justice pour pouvoir juger avec force de droit, afin de soutenir son droit par la violence, aucune des deux parties ne peut en ce cas être qualifiée d'ennemi injuste, cela présumant déjà de la sentence d'un juge, mais c'est l'issue qui décide, tout comme dans les jugements dits de Dieu, de quel côté se trouve le droit. On ne peut d'ailleurs concevoir entre les États de guerre punitive, bellum punitionum, parce qu'il n'existe pas entre eux de rapport de supérieur à subordonné. D'où il suit, passage le plus important, qu'une guerre d'extermination, où la destruction peut atteindre les deux parties à la fois, et en même temps la destruction de tout droit, ne laisserait s'établir la paix perpétuelle que dans le grand cimetière de l'espèce humaine. Par conséquent, une guerre de ce genre doit être absolument illicite, ainsi que l'usage des moyens qui l'entraînent. Toutefois, les susdits moyens y conduisent inévitablement, comme il résulte de ceci que ces artifices infernaux, en soi ignobles quand on les emploie, ne se tiendraient pas longtemps dans les limites de la guerre, comme par exemple l'usage des espions, où l'on n'use que de l'infamie d'autrui, mais passeraient aussi dans l'état de paix, et en anéantiraient entièrement l'intention, dit Absicht. Alors, ceci étant, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que nous devons, si vraiment nous cherchons à atteindre l'idéal d'un projet de paix perpétuel entre les nations, donc le passage de l'état de nature à l'état de droit en matière de relations internationales, nous devons absolument proscrire la guerre d'extermination. Et en particulier, Kant balaye ici, par avance, tous les arguments de nos exterministes contemporains, les Glucksmann et compagnie, André Glucksmann en particulier dans La force du vertige, par exemple celui-ci, en 1984, en pleine crise des euromissiles, alors que les États-Unis voulaient placer des Pershing en Europe occidentale, de manière à mettre Moscou et Leningrad à 4 ou 5 minutes de tir des polygones nucléaires américains, eh bien, donc, quand Glucksmann, le papa, André Glucksmann, expliquait dans ce livre, La force du vertige, qu'il préférait succomber, irradié avec son fils qu'il aime, avec son enfant qu'il aime, dans un échange de Pershing et de SS-20, plutôt que l'imaginer, je le cite, entraîné vers quelque Sibérie planétaire, autrement dit, menacé par le communisme, en gros, le communisme soviétique en particulier. Et donc il disait qu'il fallait qu'on ait la force, pour nos valeurs, d'envisager la guerre nucléaire et la bataille nucléaire véritable, ce qu'il appelait d'ailleurs la seconde mort de l'humanité. La seconde mort, puisque la première mort pour chacun d'entre nous, c'est notre mort personnelle, mais elle laisse tout de même subsister l'espoir d'un projet qui nous dépasse, qui nous construit par-delà nous-mêmes à travers nos enfants,
alors que là, il fallait envisager la seconde mort, c'est-à-dire prendre le risque maximal pour défendre contre l'Union soviétique les valeurs de l'humanité, c'est-à-dire en fait de l'Occident, c'est-à-dire en fait, en réalité, bien sûr, les vraies valeurs qui tiennent ces gens-là, c'est-à-dire celles de Wall Street, celles du capital, en réalité. Mais enfin bon, même si on n'est pas d'accord avec moi sur cet aparté, eh bien disons qu'en fait, Kant nous explique qu'il ne peut y avoir de guerre nucléaire, nucléaire évidemment, à l'époque ça ne se passe pas comme ça, de guerre d'extermination licite, que tout ce qui peut mener à la guerre d'extermination est foncièrement illicite. Les articles préliminaires de Kant, ici, sont plutôt des articles négatifs. Donc ils disent moins ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et donc, ces articles prohibitifs interdisent la guerre d'extermination, car que se passerait-il si elle avait lieu? Elle pourrait déchaîner des forces énormes qui détruiraient l'humanité, et à partir de là, tout droit. Donc, ceux qui, fanatiquement, imbécilement, disent les droits de l'homme valent bien une guerre nucléaire, ceux qui, comme l'écrivaient ces jours-ci, je parle début mai, dans le New York Times, écrivent des éditoriaux qui s'intitule « Nous devrions montrer aux Russes que nous pouvons gagner une guerre nucléaire », ces gens-là sont alors fous politiquement. Ils sont peut-être pas fous alliés dans leur tête et ils finiront peut-être pas à l'asile, mais ils sont bien fous politiquement parlant, car il est absurde de vouloir défendre les droits de l'homme en prenant le risque de détruire l'humanité, c'est-à-dire l'homme. Pour qu'il y ait des droits de l'homme, il faut qu'il y ait un sujet du droit, c'est-à-dire l'être humain. Et donc, la guerre nucléaire au nom des droits de l'homme est une absurdité totale, l'absurdité maximale, sans doute. Et par conséquent, l'interdit de la guerre d'anéantissement, de la guerre d'extermination, est l'interdit numéro 1. Vous voyez comment les choses ici peuvent s'appliquer à tous les belligérants de la guerre en Ukraine. Il faut que des deux côtés, on s'abstienne, des deux côtés, mais d'une autre, pour commencer, puisque nous sommes ici. Nous, l'universel, nous devons le vivre à l'ouest. Eh bien, interdire absolument tout ce qui, dans cette guerre, pourrait conduire à une escalade infinie qui déboucherait à tel ou tel moment sur une guerre nucléaire, d'abord tactique, puis stratégique, puis exterminatrice, où l'humanité risquerait de disparaître, ou si elle survit, de survivre dans des conditions telles que personne ne pourrait envier les survivants. Donc, je crois qu'il est ici extrêmement important de comprendre que l'interdit numéro 1 des relations internationales, c'est l'interdit anti-exterministe. Il faut combattre l'exterminisme, c'est par ce pivot de la lutte contre l'exterminisme que l'on peut et que l'on doit passer de la sauvagerie dans les relations internationales à la civilisation. Vient ensuite, chez Kant, donc dans ce traité de paix perpétuel, ce projet de paix perpétuel, la seconde partie qui traite des articles définitifs d'un projet de paix perpétuel, et ils sont au nombre de 3, parce qu'il y a, dans les relations de droit entre les hommes, 3 dimensions possibles. D'abord la dimension des relations entre les individus, ensuite la relation entre les États, et ensuite la relation entre les individus et les États. Pour ce qui est de la première relation, la relation entre les individus, eh bien nous sommes assez proches du contrat social de Rousseau. Donc Kant était, vous le savez, un grand lecteur. Il faut que les relations entre les individus soient fondées sur un contrat qui les mette à égalité les uns envers les autres. Et c'est très important aussi par rapport à la paix, car évidemment, si véritablement l'égalité existe dans une société, dans ce que Kant appelle une république, eh bien, une véritable république, bien entendu, pas une république d'apparat ou d'apparence, à ce moment-là, eh bien, ceux qui vont décider de la guerre, comme le faisaient les Athéniens ou les Spartiates sur la place publique, sont ceux qui partent le lendemain même pour la faire. Et ça donne à réfléchir. Quand les conseilleurs sont les payeurs, eh bien, ça ralentit la cause des guerres à l'extérieur. L'égalité à l'intérieur est un bon principe de réfrénement des pulsions guerrières à l'extérieur. En gros, donc, il faut combattre pour que tous les États existants
deviennent des républiques. Combattre, mais pas combattre militairement. Il faut que dans chaque pays, chaque citoyen combatte pour que la société dans laquelle il vit soit une république. Et nous, marxistes, nous ajouterions une république sociale, c'est-à-dire une république dans laquelle l'égalité n'est pas un vain mot, parce qu'il y a des gens très riches et donc très puissants et d'autres très pauvres et donc totalement impuissants, et au contraire, des gens qui soient donc socialement égaux. Une société sans classe, pour le dire comme dirait Marx. Ça, ce n'est pas ce que peut dire Kant à son époque. Il ne dépasse pas l'horizon bourgeois de son époque et personne ne peut le lui reprocher. Personne ne peut sauter par-dessus son temps, comme disait Hegel. Le deuxième principe et le deuxième article plutôt définitif du projet de paix perpétuelle, c'est effectivement donc celui qui va proscrire un État mondial, un empire, pour les raisons que j'ai exposées tout d'abord, et qui va mettre en place plutôt une alliance de paix autour des républiques existantes. Il faut que les républiques existantes, disons, fassent tache d'huile en quelque sorte, en mettant en place entre elles et en proposant aux autres un traité de paix, de non-agression, en réalité. De paix et de non-agression, non pas pour établir une sorte de mondialisation corsetant tout le monde autour des mêmes lois, ce qui est impossible dans un premier temps, et qui d'ailleurs serait dangereux, mais véritablement donc une alliance pour la paix, une fédération pour la paix, avec égalité entre tous les pays. C'est un peu le projet de l'ONU, sauf que, comme vous le savez, à l'ONU, certains États sont plus égaux que d'autres. Le dernier point, c'est effectivement la proscription par Kant, pour aller vite, de ce qu'on appellera par la suite le colonialisme. Car il ne faut pas que des individus, sous prétexte qu'ils peuvent être accueillis, et qu'ils doivent être accueillis quand ils sont en danger de mort dans d'autres États, puissent coloniser ces États et leur imposer leurs lois. Kant, à l'époque, n'a pas en vue, évidemment, les migrations que nous connaissons de nos jours, qui sont le produit des guerres impérialistes massives. Il a en vue le fait que, bien souvent, les Européens débarquent en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Asie, et ensuite débordent complètement du droit d'hospitalité qu'ils sont en droit donc de réclamer de la part de leurs hôtes pour imposer leurs lois et pour prendre possession des pays dans lesquels ils sont entrés. En gros, à l'égard des hôtes, des gens qui viennent de l'extérieur, on a le devoir de sauver leur vie. Et là, donc, vous voyez que ça nous parle à notre époque, à l'époque où tous ces malheureux se noient en Méditerranée ou dans la Manche. Donc, il faut leur sauver la vie, mais en même temps, évidemment, en sens inverse, il ne saurait être question que les nouveaux venus se comportent en colonisateurs. Et, bien sûr, cela vise avant tout, je le dis bien pour qu'on ne l'entende pas de travers par rapport à notre époque, le colonialisme qui, à l'époque de Kant, marche bel et bien dans le sens nord-sud et ouest-est, d'ailleurs, à notre époque aussi, pour l'essentiel. Voilà. Le dernier point dans le projet de paix perpétuelle de Kant, c'est de montrer qu'il y a une dialectique de la nature et de l'histoire qui permet en effet d'aller vers la paix, que ce n'est pas une utopie au mauvais sens du terme. Kant nous montre que il y a une sorte de contradiction dialectique entre l'être humain qui est tenté par ses capacités naturelles et aussi par le danger que représentent les autres tribus pour lui, de peupler toute la terre, parce que, voilà, le plus simple, quand il y a beaucoup de place, et quand on est nomade, s'il y a des dangers de guerre, c'est de fuir et d'aller ailleurs, de s'établir ailleurs. Et comme ça, l'humanité va peupler, par la guerre, en quelque sorte, par la crainte de la guerre, plutôt que par la guerre elle-même, va peupler la totalité du globe terrestre, y compris les pôles avec les Esquimaux, ou les déserts avec les Touaregs, et ainsi de suite. Mais vient un moment où cette fuite vers l'infini, cette infinitude qui est le propre de l'être humain, va entrer en contradiction, dialectiquement, avec la finitude du globe terrestre. Quand la Terre est entièrement peuplée, là, on ne peut plus se fuir les uns les autres, et donc, on va s'affronter. Et donc, les dangers de guerre deviennent d'autant plus grands que des États puissants se constituent, qu'ils vont se marcher sur les pieds, que, comme il n'y a pas entre eux de véritables relations de droit, ils sont à tout instant
sujets à se craindre d'ailleurs légitimement les uns les autres, à pratiquer le si tu veux la paix, prépare la guerre, et la prétendue dissuasion qui va en fait les conduire à s'armer de plus en plus, et un jour ou l'autre, eh bien, quand on est très armé, on utilise des armes, et c'est la catastrophe, voire eh bien, les guerres mondiales, la mondialisation des guerres, et le danger de la guerre d'extermination. Et dialectiquement, c'est par le danger de la guerre d'extermination, d'une mauvaise fin de l'humanité, par fin de l'humanité, que les hommes sont appelés, au fond, à surmonter ce danger, en créant le projet de paix perpétuelle, une alliance pour la paix, parce qu'ils n'ont plus le choix. Non pas parce qu'ils sont bons, non pas parce qu'ils sont gentils. Vous voyez que Kant n'est pas un utopiste bébête, c'est pas Bernardin de Saint-Pierre qui appelle à une paix éternelle et larmoyante, mais parce que, tout simplement, eh bien, ils tiennent à leur peau, et les nations aussi. Et donc les voilà contraints soit de tomber dans la guerre nucléaire en ayant cette folie du New York Times, nous devrions gagner la guerre nucléaire, elle est belle la gauche américaine qui parle par ces mots, enfin une certaine gauche, hein, parce qu'il y en a une autre aussi beaucoup plus courageuse. Et donc ils doivent fuir à tout prix ce genre de choses. C'est ici que, au fond, il faut confronter, comme je vais tenter de le faire dans Les Lumières communes, mon livre de philosophie générale, la mauvaise fin de l'histoire par extermination et la bonne fin de l'histoire par émergence eh bien, de relations humanisées, civilisées entre les êtres. Les deux ne s'opposent pas platement comme le faisait encore quelque peu Eric Weil, grand commentateur de Kant, qui avait bien distingué la mauvaise et la bonne fin de l'histoire, mais qui les séparait quelque peu, qui les posait séparément. Au contraire, elles s'articulent. C'est justement parce qu'il faut fuir à tout prix la mauvaise fin de l'histoire, c'est-à-dire l'exterminisme, qu'il faut construire la bonne, c'est-à-dire les relations de droit, non pas l'empire, mais l'international, si l'on peut dire, qui sera le genre humain, ou le genre humain qui sera l'international, sans quoi il disparaîtra. Comme on le voit donc, la pensée de Kant est une pensée foncièrement anti-impérialiste. Elle proscrit l'ingérence dans les affaires d'autrui, elle proscrit la guerre d'extermination, et elle nous aide à penser à la fois l'existence de relations républicaines fondées sur l'égalité dans une société, de relations républicaines fondées sur l'égalité entre les nations, d'une alliance pour la paix, d'une proscription absolue de l'exterminisme. Je termine en disant qu'aujourd'hui rien n'est plus urgent dans les conditions où le conflit ukrainien, qui est déjà une guerre de fait entre la Russie et peut-être derrière elle c'est la Chine qui est visée, et d'autre part le bloc euro-atlantique de plus en plus belliciste, hostile à toute négociation, qui dès que la moindre possibilité de négociation intervient en Ukraine entre Moscou et Kiev, la sabote immédiatement en promettant des armes supplémentaires. Bon, pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, ces gens veulent saigner l'Ukraine et la Russie et faire en sorte que ça dégénère au maximum pour que, en même temps, l'Europe soit complètement captive des États-Unis, que l'économie européenne, y compris ouest-européenne, soit ruinée comme l'économie russe, que l'Ukraine, bon, s'il disparaît dans tout cela, dans un amas dans un fracas infini, eh bien tant pis. Donc il nous faut combattre à tout prix pour la paix, la désescalade, les négociations, pour que l'Ukraine soit un lieu dans lequel effectivement l'Est et l'Ouest échangent, une passerelle, un pont, et non pas un champ de bataille, un primo champ de bataille, avant que toute l'Europe ne devienne à nouveau celui de la Troisième Guerre mondiale, avec cette fois-ci non pas de bombes comme Hiroshima ou Nagasaki. Je rappelle que ce sont les États-Unis seuls qui jusqu'ici ont utilisé la bombe atomique dans les relations internationales, et que, bon, aujourd'hui, il y a de quoi détruire 50 fois l'humanité si quelques fragments seulement des armes russes et des armes américaines, ou françaises d'ailleurs, sont utilisés. Ça serait l'hiver nucléaire, ça serait la fin aussi de toute lutte pour le climat, parce que bon, là c'est plus le réchauffement climatique qui nous occuperait, mais l'hiver nucléaire, les deux d'ailleurs pouvant finalement se combiner l'un l'autre, ce que nos amis euro-écologistes, qui sont plus va en guerre que chacun, ne semblent absolument pas voir, et donc qui ne semblent pas les intéresser. On ne fera plus de tri sélectif quand il y aura une guerre nucléaire.
Voilà. Alors, cela étant, eh bien, luttons contre l'exterminisme, non seulement parce que c'est le moyen d'empêcher effectivement la catastrophe la plus absolue qui soit, non seulement parce que c'est conforme à la défense des droits de l'homme, s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de droits de l'homme, je le répète, mais aussi parce que c'est le moyen, en dressant contre l'exterminisme impérialiste, de basculer l'humanité de la mauvaise fin de l'histoire qui se prépare, si on ne fait rien, vers la bonne fin de l'histoire, c'est-à-dire une fin de l'histoire où, à tous les sens du terme, l'international, et l'international de la paix pour commencer, pourrait devenir le genre humain. Merci de votre écoute.